Bonjour à tous, nous sommes rendus au chapitre 3 et le titre, pour plusieurs vous l'avez vécu, il s'intitule Le coup de foudre. Et le début de ce chapitre, c'est l'histoire racontée par Gary Chapman d'une rencontre, d'une consultation. C'est parti. Elle se présenta à mon bureau sans rendez-vous et demanda à ma secrétaire si je pouvais la recevoir juste 5 minutes. Je connaissais Myriam depuis 18 ans. Elle en avait maintenant 36 et ne s'était jamais mariée. Elle avait fréquenté plusieurs hommes durant des années. Ces relations avaient duré 6 ans, 3 ans et quelques-unes furent bien plus courtes. De temps en temps, elle venait me voir pour discuter d'une difficulté particulière rencontrée dans l'une ou l'autre de ces relations. De nature, elle était disciplinée, consciencieuse, organisée, réfléchie et attentive à autrui. Il est tout à fait inhabituel de sa part de venir me trouver sans s'être annoncée. Myriam doit traverser une crise terrible pour venir ainsi sans rendez-vous. Je demandai à ma secrétaire de la laisser entrer, m'attendant à la fois paraître en larmes et me raconter un drame poignant dès que la porte se serait fermée derrière elle. Mais au contraire, elle jaillit dans mon bureau le visage rayonnant. « Comment allez-vous, Myriam? »« Merveilleusement bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je vais me marier. » Vraiment? J'avais du mal à dissimuler ma surprise. Avec qui et quand? Avec David Ferrat en septembre. C'est formidable. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Depuis 3 semaines. Je sais que cela peut paraître fou, monsieur Chapman, après tous ces hommes que j'ai connus et après avoir été plusieurs fois si près du mariage. J'ai même du mal à le croire, mais je sais que David est l'homme qu'il me faut. Dès le premier rendez-vous, nous l'avons su. Bien sûr, nous ne nous le sommes pas avoués dès le premier soir, mais une semaine plus tard, il m'a demandé en mariage. Je savais qu'il ferait la démarche et je savais aussi que je répondrais oui. Je n'avais jamais ressenti les choses de cette manière les fois précédentes. Je vous ai tout raconté de mes relations amoureuses passées et vous savez combien ça n'a jamais été simple. À chaque fois, quelque chose n'allait pas. Je n'avais jamais connu la paix intérieure quand nous abordions le sujet du mariage auparavant. Mais je sais que David est l'homme de ma vie. Et Myriam se balançait sur sa chaise, riant nerveusement, elle répéta. Je sais que c'est insensé, mais je suis tellement heureuse. Je n'ai jamais connu un tel bonheur de ma vie. Qu'est-il arrivé à Myriam? Elle est tombée amoureuse. Dans son esprit, David est l'homme le plus merveilleux qu'elle a jamais rencontré. Elle est parfaite à tout point de vue. Il sera le mari idéal. Elle pense à lui jour et nuit. Le fait que David ait déjà été marié 2 fois, qu'il ait 3 enfants et qu'il ait changé 3 fois d'emploi au cours de l'année précédente, tout cela est sans importance pour Myriam. Elle est heureuse et persuadée qu'elle le sera toujours avec David. En un mot, elle est amoureuse. Nous parvenons généralement au mariage parce que nous sommes tombés amoureux, bien évidemment, j'espère en tout cas. Nous avons rencontré quelqu'un dont le physique et la personnalité provoquent en nous une onde électrique qui a déclenché notre système amoureux. Le mécanisme se met en marche. Nous cherchons à mieux connaître la personne en question. Le premier pas consistera peut-être à partager une pizza ou un canard laqué, selon notre budget. Mais la nourriture n'a que peu d'importance dans cette phase d'approche. Nous sommes en quête d'amour. Se pourrait-il que ce sentiment étrange qui me fait chaud au cœur soit justement l'amour? Il arrive que nous soyons refroidis dès le premier rendez-vous. Nous nous rendons compte que la jeune femme se drogue, par exemple, et l'attirance qu'elle exerçait sur nous disparaît tout d'un coup. Plus aucune envie de partager une crêpe avec elle. Dans d'autres cas, l'émoi,
je vais l'avoir, l'émoi est plus fort après un repas commun qu'avant. Nous proposons de renouveler l'expérience et de se revoir en peu de temps. L'attrait de cette personne est devenu si puissant que nous nous disons « Je crois que je suis tombé amoureux ». Nous finissons par être convaincus que c'est l'amour qui brûle en nous. Nous le déclarons à celle qui fait battre ainsi notre cœur en espérant qu'elle éprouve les mêmes sentiments envers nous. Si ce n'est pas le cas, ou bien les relations se distendent, ou bien nous redoublons d'efforts pour forcer le destin et gagner l'amour de l'aimer. Lorsque les sentiments d'amour sont réciproques, beaucoup de couples vont commencer à parler mariage. Car chacun s'accorde à dire que le fait d'être amoureux constitue la base nécessaire à une union durable. À son apogée, l'expérience du coup de foudre est euphorique. Chacun est obsédé par l'autre. Nous nous endormons en pensant à lui ou à elle. Au réveil, notre première pensée lui revient. Nous aspirons à nous retrouver. Passer du temps ensemble, c'est déjà être au paradis. Quand nous nous prenons par la main, nous avons l'impression que le même sang circule dans nos veines. S'il n'y avait pas les cours ou le travail, nos baisers s'éterniseraient. Nos enlacements stimulent les rêves de mariage et de bonheur éternel. L'amoureux vit dans l'illusion que sa bien-aimée est parfaite. Sa mère peut voir les défauts de la jeune fille, mais pas lui. Elle le rend attentif. Mon chéri, as-tu tenu compte du fait qu'elle a été sous traitement psychiatrique pendant 5 ans? Ce à quoi le fils répond « Maman, laisse-moi tranquille avec tes histoires. Cela fait 3 mois maintenant qu'elle est tirée d'affaire. » Ses amis également sont conscients des défauts de sa belle, mais ils ne lui en parlent pas, à moins qu'il ne les interroge à ce sujet. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse, puisqu'à ses yeux, elle est parfaite. Ce que son entourage peut penser lui est bien égal. Avant le mariage, nous ne rêvons que de bonheur conjugal. Nous nous rendrons heureux mutuellement. Si d'autres couples se déchirent et se battent, ce ne sera certainement pas notre cas. Nous nous aimons trop pour cela. Bien sûr, nous ne sommes tout de même pas complètement naïfs. Nous savons en théorie que nous aurons des points de vue divergents et que nous connaîtrons des tensions. Mais nous sommes certains que nous pourrons en discuter ouvertement et calmement, qu'un des deux sera toujours prêt à faire des concessions et que nous tomberons d'accord. Il est difficile d'imaginer autre chose quand on est amoureux. Nous en arrivons à croire que c'est pour la vie que nous connaîtrons toujours ce merveilleux sentiment qui nous habite maintenant. Aucun obstacle ne viendra jamais se mettre entre nous. Rien ne pourra altérer l'amour que nous nous portons. Nous sommes aveuglés, ensorcelés par la personnalité de l'aimé. Notre amour mutuel est la plus belle expérience que nous ayons jamais faite. Nous constatons que certains couples semblent avoir perdu cet amour, mais cela ne nous arrivera jamais. Peut-être n'ont-ils pas vécu ce grand amour comme nous. Je m'excuse, moi, des fois, je rigole. Donc. Ok, on continue. C'est cute. Malheureusement, voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'éternité du sentiment amoureux est une fiction et non une réalité. Le docteur Dorothy Tenov, psychologue, a procédé à des investigations poussées sur ce sentiment. Après avoir rencontré de très nombreux couples, elle a conclu que la durée de vie moyenne du coup de foudre est de 2 ans. Dans certains cas, il dure un peu plus longtemps. Mais nous finissons toujours par redescendre de notre nuage et posons les pieds sur terre. Nos yeux s'ouvrent et nous voyons les imperfections de l'autre. Nous finissons par admettre que certains de ses traits de caractère sont irritants, certaines de ses habitudes lassantes. Le conjoint est capable de nous blesser, de se mettre en colère, de prononcer des paroles dures et d'émettre des jugements critiques. Ces défauts qui paraissaient insignifiants quand nous étions amoureux deviennent des montagnes. Les avertissements maternels ou amicaux nous reviennent à l'esprit et nous nous surprenons à les penser. Comment ai-je pu être si stupide? Bienvenue dans le monde réel du mariage,
où où il y a toujours des cheveux dans le lavabo et des éclaboussures sur le miroir, où l'on discute âprement de la marque de papier de toilette, où on se demande si le couvercle des toilettes finalement, doit être levé ou abaissé. C'est un monde dans lequel les chaussures ne sautent pas toutes seules dans les meubles qui leur est réservé. Les tiroirs ne se referment pas automatiquement. Les manteaux n'aiment pas les cintres. Les chaussures s'égarent sous le lit au lieu d'aller dans la corbeille pardon, les chaussettes. Ça va aller mieux que les chaussures. Les chaussettes s'égarent sous le lit au lieu d'aller dans la corbeille à linge sale. Dans ce monde, un regard peut blesser et une parole anéantir. Les amoureux fous d'autrefois deviennent des adversaires et le mariage un champ de bataille. Qu'est-il arrivé aux sentiments amoureux? Ouais, hélas, il n'était qu'une illusion qui nous a poussés à signer au bas d'un document officiel pour le meilleur et pour le pire. Il n'est pas étonnant que plusieurs en viennent à maudire le mariage et le conjoint qu'ils ont follement aimé un jour. Après tout, si nous avons été trompés, nous avons bien le droit de nous mettre en colère. Avions-nous vraiment décroché le gros lot? Je continue de penser que oui. Le problème réside dans une mauvaise information. Explique-nous ça, Gary, explique-nous ça. Vous êtes prêts? On part. Il s'agit de l'idée que l'amour romantique durerait éternellement. Nous aurions dû être mieux informés. Le simple bon sens aurait dû nous dire que si tout le monde restait follement amoureux, nous serions tous dans de beaux draps. La vague amoureuse aurait tout balayé sur son passage, le travail, les affaires, nos engagements divers et variés, l'éducation et le reste de la société. Pourquoi? Parce que ceux qui sont passionnément amoureux n'ont plus aucun intérêt pour tout ce qui les entoure. Vous imaginez le carnage? C'est pourquoi nous pouvons assimiler ce sentiment à une obsession. L'étudiant qui tombe soudainement amoureux voit ses notes dégringoler. Il est difficile d'étudier quand on est amoureux. Demain, vous serez interrogé sur la Révolution de 1789. Mais quelle importance cela peut-il avoir? Si vous êtes amoureux, tout le reste passe au second plan. Un homme me dit un jour, Monsieur Chapman, rien ne me va plus à mon travail, rien ne va plus à mon travail. Je dis, que voulez-vous dire? Eh bien, j'ai rencontré cette fille, je suis tombé amoureux d'elle et je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail. Je passe mes journées à rêver d'elle. L'euphorie du coup de foudre donne l'impression illusoire d'une relation forte. Nous avons la sensation que nous nous appartenons. Nous croyons pouvoir résoudre tous les problèmes. Chacun est extrêmement généreux pour l'autre. Un jeune homme déclara à propos de sa fiancée, « Je ne peux imaginer faire quoi que ce soit qui la blesse. Mon seul désir est de la rendre heureuse. Je ferai tout pour son bonheur. » L'obsession amoureuse nous donne le faux sentiment que tout égocentrisme a été éradiqué entre nous, que nous sommes devenus une sorte de mère Teresa, prêts à tout sacrifier au profit de l'être aimé. La raison qui nous pousse à le faire si librement, c'est que nous imaginons l'autre aimé des mêmes dispositions envers nous. Le jeune homme pense par exemple que la jeune fille est sincèrement désireuse de répondre à ses besoins, qu'elle l'aime autant qu'il l'aime et ne ferait rien qui puisse lui nuire. Ce raisonnement est purement imaginaire. Ce n'est pas faute d'être sincère dans ce que nous pensons et ressentons, mais nous ne sommes pas réalistes. Nous omettons de tenir compte de la nature humaine, ordinaire. Par nature, nous sommes égocentriques. Tout tourne autour de nous. Aucun de nous n'est parfaitement altruiste. L'euphorie du sentiment amoureux ne nous donne que l'illusion de l'être. Une fois que ce sentiment a épuisé sa durée de vie naturelle, c'est-à-dire généralement 2 ans, nous réintégrons le monde de la réalité et nous commençons à penser de nouveau à nous-mêmes.
Le mari exprime ses désirs, mais ils sont différents de ceux de sa femme. Il a envie de rapports sexuels, mais elle se sent trop fatiguée. Il souhaite acheter une nouvelle voiture, mais elle lui rétorque que c'est insensé. Elle veut rendre visite à ses parents, mais il marmonne: je n'aime pas passer du temps autant avec ta famille. Il veut participer à un tournoi de football, mais elle réagit: tu préfères le foot à ta femme. Peu à peu, l'illusion d'intimité se dissipe pour faire place aux désirs, aux émotions, aux pensées, aux habitudes de chacun des conjoints. Ce sont deux individus en présence. Leurs façons de penser n'ont pas fusionné en une seule, et leurs sentiments n'ont coïncidé qu'un bref instant dans l'océan de l'amour. Les courants froids de la réalité commencent à les séparer. Ils ne sont plus amoureux l'un de l'autre. À ce stade, ou bien ils prennent leur distance, se séparent, divorcent et partent en quête d'une nouvelle expérience amoureuse, ou bien ils décident d'apprendre à s'aimer sans le besoin euphorique d'être amoureux. Certains chercheurs, parmi lesquels le psychiatre M. Scott Peck et la psychologue Dorothy Tenove, en ont conclu que l'obsession amoureuse n'a rien à voir avec l'amour, bien évidemment. Le docteur Tenove a même forgé un nouveau mot anglais, l'imérence, qui évoque la glu pour distinguer cette réalité de ce qu'elle considère être l'amour. Le docteur Peck, pour sa part, estime que le coup de foudre ne peut être rattaché à l'amour pour 3 raisons. Nous allons rentrer dans ces 3 raisons, préparez-vous. Premièrement, il ne procède pas d'une décision volontaire ni d'un choix conscient. Quels que soient les efforts déployés pour tomber amoureux, nous n'y parvenons pas. Ce sentiment s'empare de nous sans que nous l'ayons cherché ou recherché. Il arrive même que nous tombions amoureux des personnes les plus invraisemblables, au moment les plus inattendus. Deuxièmement, ce n'est pas de l'amour parce qu'il ne nécessite aucun effort. Quoi que nous fassions lorsque nous sommes amoureux d'une personne, cela n'exige de notre part que peu de discipline et d'efforts conscients. La conversation téléphonique longue et coûteuse, l'argent que nous dépensons en voyage pour nous rencontrer, les cadeaux que nous nous offrons, les projets d'avenir que nous échafaudons, tout cela ne représente rien de difficile pour nous. De même que l'instinct de l'oiseau le pousse à bâtir un nid, l'instinct sous-jacent à l'obsession amoureuse nous pousse à accomplir des choses étranges et surnaturelles pour l'être aimé. Troisièmement, celui qui est amoureux n'est pas vraiment soucieux du développement personnel de l'autre. Si nous poursuivons un objectif en tombant amoureux, c'est bien celui de mettre fin à notre solitude et de garantir ce résultat par le mariage. Celui qui tombe amoureux ne se préoccupe pas de la croissance de l'autre ni de la sienne propre. Ce sentiment nous donne simplement l'impression que nous sommes arrivés au but et que nous n'avons pas besoin de progresser encore. Nous sommes à l'apogée du bonheur humain et notre seule ambition est d'y rester. L'être aimé n'a certainement pas besoin de progresser puisqu'il est déjà parfait. Nous souhaitons simplement qu'il le reste. Si le coup de foudre n'est pas l'amour, qu'est-il? Le docteur Peck le définit comme une composante instinctuelle génétique du comportement sexuel. Autrement dit, la disparition temporaire des barrières de protection de l'ego qui fait qu'une personne tombe amoureuse est la réaction stéréotypée des êtres humains à des pulsions sexuelles internes et à des stimuli sexuels externes. Elle sert à augmenter la probabilité des relations sexuelles pour favoriser la survie des espèces. Qu'ils soient ou non d'accord avec cette conclusion, ceux d'entre nous qui sont tombés amoureux et chez qui ce sentiment a ensuite complètement disparu, reconnaîtront sans peine que cette expérience les a propulsés dans une orbite émotionnelle sans pareille. Eh oui. Elle tend à court-circuiter nos facultés rationnelles, au point que nous nous surprenons à faire et à dire des choses que nous n'aurions jamais fait ou dit, en étant en pleine possession de nos moyens.
Ça vous est-tu déjà arrivé? D'ailleurs, quand nous revenons sur Terre, avec notre voyage sur l'orbite de l'obsession amoureuse, nous nous demandons quelle mouche a bien pu nous piquer pour que nous faisions ceci ou cela. Quand les sentiments romantiques disparaissent, comme la marée descendante, et que les conjoints se retrouvent dans le monde réel où les différences s'égalent en pleine lumière, combien se sont déjà interrogés? Pourquoi nous sommes-nous mariés? Nous ne sommes d'accord sur rien. Pourtant, lorsqu'ils étaient sur les nuages du bonheur sentimental, ils pensaient être en accord sur tout et au moins sur les choses importantes. Cela signifie-t-il qu'une fois pris dans les liens du mariage pour être tombés sous le charme de l'illusion amoureuse, nous n'ayons plus que deux solutions? Soit vivre avec notre conjoint une vie lamentable et misérable le restant de nos jours, soit quitter la barque conjugale qui prend l'eau pour nous engager dans une nouvelle aventure sentimentale. Est-ce les deux seuls choix qui se présentent devant nous? Notre génération penche de plus en plus pour la deuxième formule, bien évidemment. Alors que nos ancêtres choisissaient plutôt la première. Avant de justifier trop rapidement notre choix, examinons les statistiques. Calmez vos nerfs. De nos jours, 40% des unions en premières noces se terminent par un divorce. Ou 60% des unions en deuxième noces finissent de même. Et elles sont 75% des unions en troisième noces. Il y en a qui sont déterminées à connaître le même sort. La perspective de mieux réussir son mariage, la deuxième ou la troisième fois, ne repose donc sur aucune preuve. Les recherches indiquent qu'il existe une voie moyenne, bien meilleure. Reconnaître le coup de foudre pour ce qu'il est, un point fort d'une expérience sentimentale temporaire, et rechercher désormais le véritable amour à l'égard de notre conjoint. Cet amour appartient lui aussi au domaine de l'émotion, mais pas à celui de l'obsession. Il associe raison et sentiment. Il implique un acte volontaire, exige de la discipline et reconnaît la nécessité du progrès personnel. Notre besoin émotionnel le plus profond n'est pas de tomber amoureux, mais d'être authentiquement aimé d'autrui. De connaître un amour qui procède à la fois de la raison et de la volonté, et non d'un instinct. J'ai besoin d'être aimé par quelqu'un qui a choisi de m'aimer, qui voit en moi une personne digne d'être aimée. Cet amour-là fait intervenir l'effort et la discipline. C'est la décision de consacrer notre énergie au profit de l'autre, sachant que si sa vie est enrichie par nos efforts, la nôtre le sera également en retour, car nous éprouvons la satisfaction d'aimer correctement notre conjoint. L'euphorie du coup de foudre n'est plus de mise. En effet, le véritable amour ne peut pas se mettre en place tant que l'amour obsessionnel n'a pas disparu. N'attachons pas trop d'importance aux actions bienveillantes et généreuses accomplies sous l'influence du coup de foudre. Car dans cet état, nous sommes mus par une force instinctuelle qui transcende notre comportement normal. Mais si, de retour dans le monde réel des choix humains, nous faisons preuve de bonté et de générosité, alors nous témoignons d'un amour réel. Pour notre santé émotionnelle, notre besoin d'amour doit être satisfait. Les personnes mariées aspirent à goûter à l'affection et à l'amour de leur conjoint. Nous nous sentons en sécurité quand nous avons l'assurance que notre partenaire nous accepte, nous désire et veille à notre bien-être. Durant la phase du coup de foudre, nous éprouvions toutes ces sensations. Aussi longtemps qu'elles existaient, nous nous croyions au ciel. Notre erreur est de penser qu'elles dureraient éternellement. Mais cette obsession n'est pas destinée à subsister toujours. Elle ne constitue pas l'introduction au livre du mariage. Le contenu principal de l'œuvre est l'amour raisonné et volontaire.
C'est à cet amour que les sages nous ont toujours appelés et est intentionnel. C'est c'est une bonne nouvelle pour les gens mariés qui ont perdu l'amour-obsession. Si l'amour est un choix, il est donc la possibilité d'aimer après la disparition du coup de foudre, une fois revenu dans le monde des réalités. Cet amour repose sur une attitude, une façon de penser. Elle consiste à dire: je suis marié avec toi, je décide donc de rechercher ton intérêt. Ah, c'est beau ça. Ensuite, celui qui a raisonné ainsi trouvera la manière la plus appropriée pour traduire cette décision dans les faits. Cela semble bien triste, pourraient rétorquer quelques-uns. Ah ouais, ça se peut. Réduire l'amour à une simple résolution? Non. Et la contemplation à deux des étoiles filantes? Et les émotions profondes? Et l'attente impatiente, le clin d'œil, l'électricité d'un baiser, l'excitation des sens? Et la sécurité affective de savoir que j'occupe la première place dans la pensée de l'autre? Eh bien, c'est justement à tous ces aspects que ce livre s'intéresse. Il veut montrer comment répondre aux besoins mutuels d'amour profond. Si nous pouvons l'apprendre et décider de l'appliquer, l'amour unissant les conjoints dépassera même l'excitation qu'ils éprouvaient quand ils étaient entichés l'un de l'autre. Depuis plusieurs années, je traite des 5 langages de l'amour dans mes séminaires et dans mes séances de thérapie conjugale. Des milliers de couples sont là pour attester la validité des réflexions que vous allez découvrir dans ce livre. Je reçois des piles de lettres de gens que je n'ai jamais rencontrés et qui m'écrivent, par exemple: un ami m'a prêté une de vos cassettes sur les 5 langages de l'amour et cela a révolutionné notre mariage. Pendant des années, nous avons tout essayé pour arriver à nous aimer l'un l'autre, mais nos efforts ne répondaient pas à nos besoins affectifs. Maintenant que nous parlons le langage sentimental adéquat, notre vie de couple est au beau fixe. Lorsque votre conjoint a son réservoir émotionnel rempli et qu'il se sent sécurisé par votre amour pour lui, il voit le monde sous un jour lumineux et s'épanouit pour donner le meilleur de lui-même. Mais si son réservoir est vide, qu'il se sent exploité plutôt qu'aimé, il verra le monde autour de lui dans une perspective sombre et n'atteindra probablement jamais son plein potentiel. Dans les 5 chapitres suivants, je vais présenter les 5 langages de l'amour, puis, au chapitre 9, montrer comment la découverte du langage d'amour familier à votre conjoint ou conjointe, ou toute personne qui vous est chère, peut rendre productifs vos efforts pour l'aimer. Fin du chapitre 3.